On parle une fois encore de toutes ces plateformes qui sont aujourd'hui les gatekeepers, c'est-à-dire c'est les portails d'accès à la culture. C'est eux qui donnent l'entrée, qui donnent l'accès et qui concentrent justement l'offre culturelle globale. Je vous passe les autres statistiques. De toute façon, vous allez avoir accès à tous ces contenus. Je pense qu'il y a une interférence avec... 8 États francophones, 5 États anglophones et 2 États lusophones. Donc, qui ont un destin commun au sein de la région Afrique de l'Ouest. Maintenant, pour ce qui concerne la culture, il faut dire que dès la mise en place, la fondation de la CEDEAO en 1975, les affaires culturelles avaient été prises en compte et cela a été réaffirmé notamment dans le traité révisé de 1993. Mais c'est en 1985 qu'il y a eu la création d'une division en charge de la culture qui s'occupe spécifiquement de tout ce qui est aspect culturel. Mais en 1987, il y a eu l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement de l'accord culturel cadre, qui est resté la seule feuille de route pour le secteur culturel jusqu'en 2019. Et cet accord culturel ne concernait pas seulement la culture en tant que telle, mais aussi d'autres secteurs comme l'éducation, le tourisme, la science et la recherche. Bien sûr que cela a amené les acteurs culturels à réfléchir sur une politique qui est propre à leur, surtout qu'au sein de la CEDEAO, nous avons eu d'autres politiques. La science et la recherche s'est dotée d'une politique, nous avons une politique sur la libre circulation, une politique sur le tourisme, etc. Déjà, il faut dire que, comme mon frère l'a souligné, la région, dans sa globalité Afrique de l'Ouest, dispose d'un potentiel très riche de patrimoine culturel, malheureusement qui n'est pas assez exploité, qui n'est pas suffisamment connu. Si nous prenons des exemples indicateurs, si nous prenons même seulement la liste du patrimoine mondial culturel et naturel, la culture, le patrimoine culturel de la région ne représente que 2,85%, ce qui est vraiment très faible. Et cela aussi se voit dans la liste du patrimoine immatériel, donc où c'est 3,65%. Seulement 18 éléments qui sont inscrits sur cette liste. Cela, c'est vraiment très peu pour une population de plus de 350 millions d'habitants et de 600 communautés ethniques. Donc c'est vraiment très, très peu. Donc il y a plusieurs contraintes au niveau du secteur. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais nous savons qu'il y a le cloisonnement des marchés, pas assez d'organisation également du secteur. Et il n'y a pas, quand je parle de marché, je vous dis que le Nigeria en lui seul est un marché à part. Peut-être qu'il n'intéresse pas, mais méconnu par les autres, notamment francophones, etc. Donc, alors que rien que le Nigeria avec les autres États, nous pouvons vraiment dynamiser ce marché et aussi essayer de résoudre le problème d'insuffisance des échanges et de la coopération entre les États au niveau de la région. Il y a également la menace de la paix sociale. Donc, et nous pensons qu'avec les valeurs culturelles que nous avons, nous pensons que la culture peut jouer un rôle dans ce domaine-là, la quasi-inexistence des statistiques, etc. Cela nous a amené à l'adoption de la politique culturelle pour le secteur culturel, spécifiquement pour le secteur culturel en décembre 2019, et aussi l'adoption en même temps par les chefs d'État d'un plan d'action sur la question de restitution, qui est le plan d'action 2019-2023
de la CEDEAO sur le retour des biens culturels à leur pays d'origine. Donc, cette politique culturelle dispose de 5 axes stratégiques qui font l'objet des actions qui ont été prises dans le premier plan d'action pour cette politique culturelle. L'objectif visé par la politique, c'est surtout de contribuer au développement socio-économique durable et à l'intégration régionale par la promotion de la diversité culturelle et des industries culturelles et créatives. Maintenant, quels sont les axes prioritaires? Le premier axe, c'est la protection et la promotion du patrimoine et de la diversité culturelle. Et c'est dans cet axe qu'intervient notamment le plan d'action sur le retour des biens culturels également. Il y a le deuxième axe, c'est le développement des industries culturelles et créatives et du marché régional des biens et services culturels. Le troisième axe, c'est la promotion de la culture de la paix et de l'éducation culturelle. Le quatrième axe, c'est la protection et le développement de la propriété intellectuelle. Et le cinquième axe, c'est le renforcement de la gouvernance et du système d'information de la culture. Pour revenir au premier axe, je disais tantôt, c'est surtout renforcer la protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel. Et je vous avoue, au niveau de la région, nous avons au moins 200 musées majeurs. 200 musées majeurs au niveau de la région. Donc il est très important qu'en tant qu'institution régionale, nous puissions accompagner tout ce qui se fait dans ces musées, que nous accompagnons le renforcement également de ces musées pour mieux protéger le patrimoine culturel dont il est question. Et nous avons le plan d'action sur le retour des biens culturels. Les chefs d'État ont signé, avant même l'adoption de ce plan d'action, une déclaration en 2018 qui a mené la commission de la CEDEAO à mettre en place le plan d'action. Et il y a un certain nombre d'actions que nous faisons à ce niveau pour favoriser le retour ou la restitution de ces biens culturels. Pour ce qui concerne le deuxième axe, le développement des industries culturelles et créatives et du marché régional des biens et services culturels, qui a un lien avec la thématique de ce Massa, il faut dire que nous visons surtout le renforcement de la professionnalisation des créateurs et des opérateurs culturels, et nous visons surtout aussi la dynamisation, de soutenir la dynamisation de la chaîne des valeurs des industries culturelles. Et c'est à travers cet axe que nous soutenons la professionnalisation des événements fédérateurs. Mais notre accent logique d'intervention prioritaire, c'est de soutenir des événements qui puissent apporter également d'autres États membres. Donc comme le Massa, le FESPACO, la Biennale de Dakar et également d'autres festivals en zone anglophone et lusophone également. Donc c'est ce qui nous amène à soutenir le Massa d'un point de vue financier, mais l'objectif de ce soutien, c'est vraiment professionnaliser davantage le Massa. Et depuis 3 ans au Massa, nous essayons aussi de soutenir les efforts de création et de production des acteurs de la société civile ou privée. Donc nous donnons à travers des prix. Par exemple, au Massa, nous donnons des prix, même si c'est des prix minimes, un prix pour l'humour et un prix pour le slam. Donc cette année, il en sera de même. Cette année, nous allons mettre en place un petit jury qui va essayer de sélectionner parmi, bien sûr, les acteurs de l'Afrique de l'Ouest pour ces prix. Au FESPACO, nous donnons quand même des prix beaucoup plus consistants. Le prix de l'intégration de la CEDEAO aux meilleurs réalisateurs de l'Afrique de l'Ouest, d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Le prix de la meilleure femme cinéaste, d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Et nous avons introduit à l'édition passée d'autres prix concernant les jeunes acteurs et les films d'école. Donc, la Biennale de Dakar, également, nous essayons de voir, nous y serons, nous avons prévu également des prix. En dehors de ces événements, nous essayons aussi, dans ce sens, d'avoir ce que nous avons le prix d'excellence de la CEDEAO. Et là, ça ne concerne pas seulement la culture, ça concerne la paix. Donc nous avons la catégorie 1 qui est sciences et technologies, arts et culture. Catégorie 2, prix aux éminentes personnalités, là c'est vraiment politique, les anciens chefs d'État, etc. Catégorie 3, c'est les citoyens méritants.
Et pour ce qui concerne art et culture, chaque année nous essayons de changer. Vous avez dû entendre parler en danse, nous avons donné un prix à la sénégalaise voilà, donc en 2020. Cette année, c'est Atissi Delta de la Côte d'Ivoire et Were Were Kings qui ont eu les prix cinéma. Ce que nous sommes en train de voir, nous avons fait une prospection au Festival de Cannes et nous allons voir comment essayer de promouvoir ces lauréats-là au Festival de Cannes. Donc nous espérons que ça va bien marcher. Et voilà. Alors voilà. Donc effectivement, c'est un programme d'accompagnement pour les entreprises des industries culturelles et créatives. On a été dans une première édition sur 4 pays. Un peu vite. On a été au Burkina Faso, au Maroc, en Ouganda et au Sénégal. C'était une première phase pilote, disons. Et on a lancé une deuxième édition, on est en plein dedans. On a lancé un appel à candidature dans 9 pays. Et maintenant, on accompagne 8 entreprises qui nous viennent de 7 pays. Donc on a le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Maroc, l'Ouganda, la RDC, le Sénégal et la Tunisie. Donc ça, c'est les pays où on a lancé l'appel à candidature pour cette deuxième édition d'Afrique créative qui va arriver jusqu'en, on devrait finir le programme d'accompagnement en octobre 2022. Là, voilà, c'est les différents acteurs de consortium Afrique créative, comme je vous disais, donc c'est Africalia, IEP, Structure et BAIPA, financé par l'AFD. Et on a une particularité, c'est qu'on travaille aussi dans les différents pays avec des incubateurs d'entreprises, qui sont vraiment nos partenaires et qui sont notre lien. Je vais vous expliquer plus tard leur rôle. Donc voilà, le programme d'accompagnement, c'est une combinaison de méthodes pédagogiques. On fait 2 bootcamps, donc 2 séminaires de formation, idéalement en présentiel. Donc là, pour cette édition, on a dû faire le premier en ligne au mois d'octobre. Et on est en train de préparer un deuxième bootcamp axé sur l'impact et la préparation à l'investissement en Tunisie à la fin du mois de mars. Donc les 8 entrepreneurs accompagnés vont se réunir à Tunis et on va travailler sur une semaine sur des notions d'impact, préparation à l'investissement, on va travailler sur leur business plan, sur la partie plutôt financière. Ensuite, chaque entrepreneur est accompagné par un incubateur d'entreprise, plus sur un volet, sur ce qui est un volet business. Donc on fait un diagnostic en début d'accompagnement de l'entreprise et ensuite ils sont accompagnés par l'incubateur partenaire. En plus de ça, chaque entrepreneur bénéficie de ce qu'on a appelé un mentor créatif. Donc c'est une personne, vraiment un spécialiste du domaine, qui va pouvoir appuyer l'entrepreneur, non pas dans son développement économique, mais dans son développement en tant qu'entrepreneur culturel. Voilà. On a aussi ce qu'on appelle un programme d'e-learning qui est commune à tous les entrepreneurs. Donc, généralement, une fois par mois, on réunit les entrepreneurs sur Zoom et on fait des formations assez précises. Donc, sur la marque, sur la propriété intellectuelle, on a fait un travail sur le business plan également. Donc c'est tout un tas de formations qui vont venir en complément de l'accompagnement des incubateurs et des mentors, et qui va aussi permettre, et ça c'est aussi un point, la mise en réseau et le partage d'expériences entre tous ces entrepreneurs qui nous viennent des différents coins de l'Afrique, donc d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Et lors de ces moments d'échange, on appelle e-learning, on a vraiment l'interaction et l'échange entre ces entrepreneurs, même s'ils ne viennent pas des mêmes secteurs, ça peut vraiment être ce partage d'expérience qui nous semble très intéressant. Aussi, les entrepreneurs qui sont lauréats du programme reçoivent une subvention de l'ordre entre 30 et 50 000 euros. Ça fait à peu près entre 20 millions et 32 millions de francs CFA. Et ils doivent apporter en fonds propres l'équivalent d'un tiers du budget total. Donc en fait, ils postulent l'Afrique créative avec un projet d'accélération. On prend le budget total, on peut subventionner à hauteur de 2 tiers,
et l'entrepreneur doit justifier l'apport d'un tiers en fonds propres de ce projet d'accélération. Donc là, rapidement, c'est une photo. Donc ça, c'est les 9 entrepreneurs qu'on a accompagnés lors de la première édition. Vous pourrez les retrouver sur le site afriquecreative.fr. Et ça, c'est les 8 qu'on accompagne actuellement, voilà, qui nous viennent de différents pays. Je pourrais vous les présenter si vous voulez lors des questions-réponses. Mais voilà, on a du jeu vidéo, de la mode, du design, de la musique, de la post-production audio, du cinéma. Donc c'est très varié en termes de secteur également. Un volet qu'on souhaite aussi développer avec Afrique Créative, c'est faire un plaidoyer en faveur de l'investissement dans les ICC africaines. Hier, on parlait du marché, et c'est effectivement ça qu'on a notamment développé un livret. Donc là, vous avez le sommaire. La première partie du livret, en fait, c'est présenter 4 clés expliquant pourquoi l'investissement dans les ICC africaines peuvent permettre après d'engendrer un fort impact en termes culturels, sociaux et économiques. Donc ça, c'est les premiers 4 points. Et les points d'après, c'est pour expliciter quelles sont les spécificités de ce genre d'entreprise. La primauté de l'offre sur la demande, comprendre la propriété intellectuelle, qui est souvent la matière première de ce genre d'entreprise. Donc c'est vraiment un livret qui est pour les investisseurs, les pouvoirs publics, mais aussi les programmes d'accompagnement, les incubateurs d'entreprises, pour qu'ils comprennent les spécificités de ce secteur et de ces entreprises-là. Ce livret, vous le trouverez également sur le site Afrique Créative. Je vous mettrai le lien juste après. Donc là, voilà, c'était pour parler un peu des impacts et des objectifs, mais on en a parlé un peu voilà, rapidement. C'est dynamiser le tissu économique ICC en Afrique, renforcer les compétences des entrepreneurs. Voilà, il y a plusieurs choses, on pourrait y revenir si vous voulez dans les questions-réponses. Là, je vous ai mis le lien vers le site web. Vous pourrez trouver donc le livret de plaidoyer dont je vous ai parlé, les présentations de tous les entrepreneurs. On a également la page Facebook, une page Instagram qui permet de suivre l'accompagnement de ces entrepreneurs-là. Voilà, donc je serai heureux de répondre à toutes questions si vous en avez juste après ou après dans la journée. Merci beaucoup. De ce thème qui est chargé de consonance et de résonance, afin de pouvoir éclairer les festivals qui arrivent, afin de pouvoir éclairer aussi l'opinion publique sur l'avancée du monde culturel. Alors, comme vous le savez, avec ces bouleversements, ces mutations, le contexte économique international difficile et peu visible, il est évident qu'on puisse trouver, bien entendu, d'autres aspects qui vont nous permettre de pouvoir réagir. Alors, ce thème que nous abordons, ce thème va à l'essentiel. C'est la problématique qu'il faut traiter. Il s'agit bien entendu des défis du contenu. Mais quels sont les outils stratégiques managériaux adaptés aux industries culturelles et créatives pour répondre à un monde concurrentiel en plein bouleversement ou en proie à des facteurs imprévisibles? Alors, je vais répondre à cette problématique. Mais avant de répondre à cette problématique, évidemment, il y a une analyse conceptuelle au niveau, bien entendu, de la thématique. Il faut savoir que pour aboutir à l'aspect industriel, évidemment, la première phase est la création. La deuxième phase, bien entendu, c'est, comme on le dit, c'est la production. Et la troisième phase, c'est oui, non, je vais aller à l'essentiel. On ne va pas rentrer dans la théorie. Voilà. La première phase, c'est la création. La deuxième phase, c'est la production. La troisième phase, c'est la communication. Et la quatrième phase, c'est la distribution ou la commercialisation. Donc, en principe, ce sont les phases, c'est le processus évolutif pour aboutir à une industrie. Donc, à ce stade, il y a une démarche stratégique qui doit se mettre en place. Mais cette démarche stratégique va prendre en ligne de compte 2 facettes. La première facette, c'est la facette codifiée.
Et la deuxième facette, c'est la facette intuitive, ce qu'on appelle l'esprit de créativité et d'innovation. Donc la facette codifiée va mettre l'accent, bien entendu, sur les vieilles méthodes, la communication de masse pour pouvoir répondre à ces différents défis, mais la facette intuitive, c'est-à-dire l'esprit de créativité et d'innovation, mettra l'accent, bien entendu, sur les aspects numériques et un certain nombre d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, la formation, au niveau de ces aspects, il faut comprendre qu'il y a 4 outils essentiels pour pouvoir répondre aux défis des contenus. C'est-à-dire, si les industries culturelles et créatives doivent répondre aux défis des contenus, il y a 4 outils stratégiques essentiels. Le premier outil, c'est la formation, ou le renforcement des capacités des acteurs culturels, le capital humain. Les hommes ressources, non pas les ressources humaines. Donc il faut se former. Alors il est important de se former, mais avant de se former, l'entrepreneur industriel, culturel et créatif doit se poser la question de savoir à quel stade il est dans le processus évolutif de sa spécialisation. Est-ce qu'il est au niveau du savoir-savoir? Est-ce qu'il est au niveau du savoir-être? Est-ce qu'il est au niveau du savoir-devenir? Est-ce qu'il est au niveau du talent, du génie ou du prophète? Je prends un exemple banal. Par exemple, l'artiste Alpha Blondy, il est au stade du prophète. Donc si les artistes viennent ici, il n'est qu'à se demander à quel niveau il est. S'il ne détermine pas le niveau dans lequel il est dans le processus évolutif de son art, ça sera difficile pour lui de s'affirmer ou de s'exprimer. Et ça sera très complexe et très difficile pour lui. C'est pourquoi il y a des artistes qui sont vraiment forts, talentueux, mais qui meurent dans la pauvreté. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à déceler à quel stade, à quelle phase évolutive il se trouve au niveau de sa carrière. Il faut préciser, il faut déterminer. Mais comment le faire? Il faut te former, te faire coacher, côtoyer les experts du monde culturel pour que ceux-là essaient de vous expliquer, de renforcer vos capacités pour que vous puissiez déterminer, bien entendu, à quel niveau du processus de votre carrière vous êtes. Alors, c'est le premier outil qui est la formation. C'est important. On ne peut pas vivre sans connaissance si vous n'avez pas de connaissances, surtout dans le monde culturel. Je crois que, comme on le dit entre guillemets, vous allez tirer le diable par la queue. Et toujours est-il que la fin de ce processus va vous amener dans la misère. En Afrique, la plupart des artistes meurent misérables. Et pourtant, ils ont des talents, ils ont du génie. Mais parce que ceux-là refusent de vouloir apprendre, de vouloir adapter leurs connaissances. Ils refusent de côtoyer d'autres personnes pour apprendre. Et cela pose un problème. Alors, comme on le dit, comme le disait un de mes enseignants, qu'un diplômé sans culture est comme un bateau sur l'eau qui vacille de part et d'autre et qui finit par cogner la petite partie de l'iceberg et qui plonge dans l'eau. Donc, il est important pour l'entrepreneur industriel, culturel et créatif de vouloir se former, que l'artiste se forme, que l'artisan se forme et qu'il continue de se former, qu'il adapte ses connaissances s'il veut vraiment répondre aux défis, s'il veut répondre aux enjeux, s'il veut répondre vraiment aux mutations, aux bouleversements, s'il veut faire face aux facteurs imprévisibles de l'environnement dans lequel il évolue, il doit le faire. La preuve en est que quand la Covid est arrivée, il y a beaucoup d'artistes qui ont connu beaucoup de misère. D'autres ont été chassés de leur maison parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. D'autres n'arrivaient pas à manger. Et pris comme ça, d'autres ont perdu leur foyer tout simplement parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Ils n'ont pas su mettre en exergue leur recherche pour pouvoir s'adapter au contexte dans lequel ils étaient en train de vivre. Le deuxième aspect, c'est la veille stratégique.
la mise en place d'une politique de veille stratégique. C'est très important, la veille stratégique. Tous ceux qui sont venus au Massa, c'est parce que quelque part, ils ont fait une veille stratégique. Ils se sont dit qu'il y a une biennale qui se déroule chaque 2 ans, qu'il va falloir arriver ici. Si vous êtes un artisan, que vous ne mettez pas en place une veille stratégique, vous allez rater beaucoup d'opportunités. Et c'est très important. Beaucoup d'opportunités, vous allez les rater. La veille stratégique, c'est quoi? C'est l'écoute permanente du marché. Le marché culturel. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Qu'est-ce qui se passe à Lyon? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe, bien entendu, en France? Il faut mettre en place une veille stratégique. Mais cette veille stratégique va prendre en ligne de compte 4 axes. Il y aura la veille technologique, il y aura la veille commerciale, il y aura bien entendu la veille concurrentielle et il y aura, comme on le dit, la veille commerciale. Chaque veille va comporter des axes de surveillance. Concernant la veille technologique, si vous êtes musicien, vous êtes censé comprendre qu'il y a des appareils de dernière génération qui sortent avec lesquels vous devez travailler. Vous n'allez pas rester dans une situation galvaudée et puis ne pas pouvoir mettre en pratique ce que vous connaissez. Du point de vue commercial, il faut savoir comment se comportent ces clients, vos clients aujourd'hui, la concurrence. Mais dans votre domaine, on ne parle pas de clients, on parle de communauté. Parce que c'est une communauté qui s'intéresse à votre art et qui vous permet, bien entendu, de vous affirmer. Au niveau de la veille environnementale, il faut tenir compte de l'évolution sociologique, de l'évolution politique, de l'évolution économique, de l'évolution sociale, de l'évolution sanitaire et de l'évolution juridico-légale. Parce que ici, vous allez constater qu'après cette thématique, on parlera de la copie privée. Il faut comprendre que dans un contexte culturel, il y a des lois, il y a des droits. Il faut comprendre aussi que vous évoluez dans un environnement et l'aspect sanitaire peut évoluer. L'aspect sanitaire peut être un facteur imprévisible. Comme la Covid, ça a été un facteur imprévisible. Mais quelle est la stratégie que vous avez pu mettre en place? C'est parce que tout simplement vous n'avez pas pratiqué une veille. Parce que quand le facteur imprévisible rentre en ligne de compte, pour pouvoir se maîtriser, c'est qu'en amont, vous avez des connaissances en veille stratégique. Ok, monsieur, et puis il faut qu'on évolue. On évolue. Merci. Le second aspect, c'est les numériques, un apport indispensable pour les industries créatives et industrielles et créatives. Comme on le dit, l'intelligence artificielle est très importante. Les nouvelles technologies de l'information, il faut les connaître, il faut les apprendre. Nous avons dit en amont qu'il était nécessaire de se former dans ce domaine, pour pouvoir s'adapter. Le numérique est indispensable. Et il faut maîtriser la technologie, la technicité du numérique pour pouvoir avancer. Et c'est un élément essentiel, puisque en Afrique, ici, c'est un luxe, le numérique, malheureusement. Et il faut le reconnaître, la mentalité des artistes ou des artisans. Vendre le signal des chaînes du groupe aux repreneurs satellitaires. Donc, notamment Canal, voilà, c'est ça. Donc, RTI Distribution aujourd'hui, c'est vraiment plus de 12 pays dans lesquels nos contenus sont, distribués. Vous avez ici une cartographie des territoires sur lesquels nous sommes présents en ce moment. On essaie d'élargir un peu nos territoires de distribution, chose qui n'est pas facile, mais on essaie de faire ça notamment à travers des plateformes comme le Discob, le NITV Summit au Nigeria, le MIP TV,
Donc, ce sont des plateformes auxquelles nous assistons, nous participons à ces différents marchés là. Comme le Massa. Comme le Massa, effectivement, tout à fait. Pour essayer de continuer de faire la promotion de nos contenus. Notre vision. Donc, je vais revenir déjà tout à l'heure à votre question de tout à l'heure. On a 3 gros défis en ce moment avec le contenu. Donc, le premier défi, je pense qu'on l'a tous, c'est un défi d'ordre financier et logistique. On n'a pas assez de ressources financières pour pouvoir aller jusqu'au bout de nos différentes visions et encore moins la logistique nécessaire. Je vous donne un exemple. Nous, en tant que groupe RTI, en se positionnant sur des événements nationaux comme le Massa ou le FEMUA, il y a plusieurs régies qui sont déployées parce qu'on est diffuseur officiel. Donc, il y a la cérémonie d'ouverture de samedi qui a été transmise en direct. C'est plusieurs régies en termes de logistique, mais en termes de ressources humaines aussi, c'est plus d'une centaine de personnes qui sont mobilisées sur le site du Massa pendant plus d'une semaine. Donc, je vous laisse imaginer un peu à comment ça met à plat les autres productions qu'on a. En plus de ça, on a le défi on a les droits d'auteur. Oui, on a les droits d'auteur, parce que c'est très important de faire un point là-dessus, les droits d'auteur. Donc, les droits d'auteur, je vous donne l'exemple d'un souci qu'on a eu hier, dans le cas d'une pièce de théâtre, qu'on ne pouvait pas capter parce qu'on n'avait pas les droits d'auteur. Nous, en tant que diffuseur officiel et en tant que partenaire du Massa, c'est au Massa de négocier les droits avec ces différents auteurs-là. Mais nous, on se retrouve maintenant, si. Attention, là, si on apprend des droits d'auteur, demain, il y a la copie privée, effectivement. Il y a la copie privée. J'espère que le directeur du Vérida va aborder justement la partie des droits d'auteur pour qu'on puisse se comprendre parce que c'est tout un enjeu aujourd'hui pour le contenu. Pour les contenus. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, parce que je suis un peu enseignant, de dire ce qui fait l'essence du produit culturel, c'est le droit d'auteur. C'est la matière première. Sans elle, on ne parle pas de produit culturel. On peut parler d'art, on peut parler d'œuvre, mais dès lors que ça devient un produit, c'est parce que